Cette audition n'est pas et ne sera pas le procès de France Télévisions. Tant sur la neutralité de l'audiovisuel public. Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu par fais une là? réduction du budget alloué à France Télévisions et Radio France, alors que l'enveloppe moyenne de... Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial, enregistré au moment des Jeux d'hiver. Mais avec ce qui se joue en ce moment autour de l'audiovisuel public, il prend une autre résonance. Au travers de ses budgets, ses chaînes, ses producteurs ou sa gouvernance, le service public fait l'actualité. Mais on parle beaucoup moins de celles et ceux qui fabriquent les programmes. Et mesdames et messieurs, la France qui entre dans ces Jeux Olympiques d'hiver ici à Milan-Cortina. Donc franchement, c'est sorti très vite, très fort. Oh, incroyable! C'est fou! C'est complètement fou! C'est olympique! Oh, la chute, les trois! Oh, c'est sorti très très fort! Les Jeux Olympiques, ce n'est pas qu'une affaire de sport. C'est une performance technique où plusieurs milliards de personnes dans plus de 200 pays regardent les mêmes images, parfois au même instant. Et pour France Télévisions, les JO restent un événement à part. Paris 2024 a été hors norme. Côté télévision, plus de 60 millions de Français ont regardé un moment des Jeux. La cérémonie d'ouverture a réuni 24,4 millions de téléspectateurs, un record historique. Et Milan-Cortina 2026 montre que l'effet olympique ne disparaît pas avec les Jeux d'hiver. France Télévisions revendique environ 55 millions de Français ayant regardé un moment des Jeux. Paris 2024 a généré 130,8 millions d'euros bruts de recettes publicitaires pour France Télévisions. C'est moins que l'Euro 2024 sur TF1 et M6, mais la comparaison a ses limites. France Télévisions ne jouant pas avec les mêmes règles publicitaires, la publicité y étant beaucoup plus encadrée. Pour le service public, ce niveau de recettes reste donc exceptionnel. Mais les JO ne résument pas le service public à une performance publicitaire. Mais ils montrent qu'un événement populaire, quand il est bien produit, peut à la fois rassembler très largement et créer de la valeur. Mais ces grands événements arrivent aussi dans un moment de fortes contraintes budgétaires, et c'est ce qui rend les coulisses intéressantes. Comment continuer à produire des images mondiales en direct avec un haut niveau d'exigence quand les coûts se resserrent ? Car derrière les chiffres, il y a un travail immense, plusieurs mois de préparation, puis le direct avec le défi des épreuves en simultané. Les JO, ce sont aussi des installations, des choix techniques, des imprévus, des nuits parfois très courtes. Pour en parler, je reçois quelqu'un qui connaît très bien le sujet puisqu'il a participé à 14 éditions olympiques. Frédéric Gaillard, directeur des productions au service des sports de France Télévisions. Avec Frédéric, on va comprendre ce que signifie concrètement produire les Jeux pour une chaîne publique. On parle de budget serré, d'exigences de qualité, de technologies qui changent la manière de filmer le sport, ainsi que de l'évolution de la place des femmes dans le secteur. Pour lui, chaque édition des Jeux est un morceau de vie, une ville, une équipe, des nuits blanches et parfois des moments suspendus que seules les personnes en coulisses voient passer. Aujourd'hui, on ne va donc pas commenter les Jeux comme une compétition. On va essayer de vous donner à voir ce qui les rend possibles et on commence tout simplement par le rythme des journées. On est sur de 6h du matin, la prise de l'antenne avec Télématin et après du coup on finit minuit et demi, quelque chose comme ça. Donc oui, effectivement, c'est des grandes journées. Mais en même temps, c'est assez divers parce qu'on commence par du programme assez factuel de ce qui s'est passé la veille. Et on enchaîne très très vite vers 9h avec nos premières épreuves, les premières impressions. Et c'est vrai que ça s'enchaîne un peu à une vitesse grand V. Mais ça, c'est les Jeux, c'est normal. Toi qui es un vétéran des Jeux, comment France Télévisions vit ce passage en fait ? Comment ça s'enclenche de passer de pays hôtes en France pour les JO d'été à des Jeux d'hiver en Italie ? Qu'est-ce que ça change concrètement pour les équipes en fait ? Bah, ça change tout. Ça change tout parce que, et là encore, on le ressent pas trop parce qu'on est dans le même calage horaire. L'Italie, la France, on est pareil. Non, la France, ça a été XXL reconnu dans le monde entier comme étant un événement référence. Et ils ont appelé ça un benchmarket. À un moment donné, même les Américains l'ont reconnu sur une ouverture hors norme. Des jeux dans la ville, ce qui s'était pas fait depuis très longtemps, avec le maintien d'une certaine qualité de retransmission, ce qui est toujours le cas d'événement en événement, mais aussi on était dans la ville et avec les monuments, l'histoire d'un pays.
Et là, du coup, on a vraiment mis un vrai coup de pied dans la fabrication des jeux qui étaient devenus assez, avec les jeux à Pékin, à Pyeongchang, à Tokyo, qui étaient devenus assez des jeux assez très asiatiques avec une couleur très particulière. Aujourd'hui, on est revenu sur de l'Europe. Maintenant, oui, on a évolué parce que bon, depuis 1992 que je fais les jeux, on a évolué de jeux qui étaient tournés vers le sport, vers du jeu spectacle, des Jeux Olympiques spectacles, qui permettent aussi aux sponsors de pouvoir s'identifier, au public de pouvoir s'identifier. Et à chaque fois, il y a une évolution. Chaque jeu, que ce soit hiver ou été, il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Aujourd'hui, on est très basé sur le drone, l'IA qui arrive. Mais on parle beaucoup de cloud. Nous, on fait ça depuis 2008, mais la plupart des nations des télévisions internationales commencent à s'y intéresser de plus près. Ça permet de rester chez soi pour réaliser, de réduire l'impact RSE et en même temps d'être hyper efficace en ayant tout chez soi, quoi. Si on part dans les coulisses de l'organisation, en fait, nous, en tant que spectateurs, on ne se rend pas trop compte, mais les JO, ça représente combien de temps de travail en amont ? Et c'est combien de services ou de personnes qui sont mobilisées dans l'ombre, finalement, pour que tout ça fonctionne et pour le jour J ? Je compare souvent ça à un iceberg, en fait. La partie visible de l'iceberg, c'est ce qu'on voit en finalité, au moment où on démarre la cérémonie d'ouverture, peut-être un jour ou deux avant, et le moment où on clôture les jeux. Ça, c'est la partie visible. La partie invisible, c'est qu'en général, on travaille de Jeux Olympiques d'hiver en Jeux Olympiques d'hiver. C'est-à-dire qu'on a 4 ans pour se mettre en place. Et à chaque fois, c'est des équipes un peu différentes parce que c'est des consultants différents, c'est des sports différents. Mais ça reste le même. On est toujours sur quelque chose d'assez... qu'est-ce qu'on veut montrer? Où est-ce qu'on veut être? Quel est le plus pertinent? On parle décalage horaire ou pas? On n'a pas les mêmes réflexions si on est en calage comme on l'a en Europe, à Milan ou à Paris, que si on est à Pékin ou on sera à Los Angeles. À chaque fois, on se remet en question sur les dispositifs, notamment sur qu'est-ce que les gens attendent principalement, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir et comment on peut le traiter alors que des fois on se retrouve avec des diffusions dans la nuit en direct et qu'il faut être pertinent quand les gens se réveillent ou quand les gens veulent rester tard. Donc oui, on travaille ça généralement 4 ans avant. 4 ans avant, on finit des jeux et on pense déjà aux jeux suivants d'hiver. Pareil, moi, ça fait déjà 2 ans que je travaille sur les Jeux de Los Angeles. Je suis déjà dessus depuis à la fin des Jeux de Paris. J'étais déjà en projection sur Los Angeles. Concrètement, ça donne quoi ? Ça monte un peu crescendo, c'est-à-dire que au début, c'est des réflexions. Qu'est-ce qu'on a fait sur les Jeux d'été? Qu'est-ce qui ont marqué un peu les gens? Après, il y a le tournant des Jeux d'hiver où on se dit... comment on s'est positionné? Est-ce que les gens ils ont changé leur façon d'être? Est-ce que le public maintenant à la fois on est très axé maintenant sur le numérique, le linéaire commence à un peu s'essouffler, mais reste toujours assez puissant parce que les audiences sont quand même assez incroyables. La cérémonie d'ouverture a plus de 7 millions, c'est du jamais vu, mais ça tombe dans un bon calage horaire. Ça marche, ça monte crescendo, c'est-à-dire qu'on est une petite équipe à chaque fois. D'une dizaine de personnes en réflexion éditoriale, technique et production, et on commence à déjà mettre un peu les bases, les pavés, c'est-à-dire que moi, dans mon cas personnel, si tu laisses l'éditorial un peu réfléchir, moi déjà, il faut que j'ai déjà mes hôtels, mes transports déjà prêts pour savoir comment on peut dimensionner un dispositif. Sachant qu'un dispositif JO hiver, c'est à peu près 150 personnes, d'été, c'est à peu près 250 quoi, sur place. Ah ouais, mais il y a de l'anticipation en plus. Il y a les plans B, il y a de l'anticipation, oui. Parce que les budgets aussi, c'est le nerf de la guerre. Ce que décrit Frédéric Gaillard se joue dans un contexte très particulier. D'après une note de la CGT, France Télévisions doit réaliser 140 millions d'euros d'économies en 2026. Le sport est lui aussi concerné. Pour réduire les coûts, France Télévisions économise notamment en revendant certains droits sportifs. Une partie du tournoi des 6 nations a été revendue à TF1, ce qui représente 5,5 millions d'euros d'économies. La même note indique que des économies sur les coûts de production doivent aussi permettre d'absorber les droits des JO d'hiver de Milan-Cortina, l'inflation des droits sportifs et certaines prestations techniques.
Autrement dit, les JO arrivent au moment où l'on demande aux équipes de maintenir un événement mondial à l'antenne tout en réduisant les marges de production. C'est comme pour tout le monde, hein, c'est qu'à un moment donné, on a un budget, une enveloppe un peu fermée, et dedans, il faut qu'on puisse rentrer tout. Et souvent, on commence par faire les hôtels et les transports, et après on dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en technique ? On pose les bases de technique, on sait déjà un peu à long terme ce qu'on met habituellement en remote, hein, et on se construit en savant, on se dit, est-ce qu'on peut se construire un studio sur place ou pas ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de supplémentaire ou pas ? Est-ce qu'on peut mettre de la technologie différente ou pas ? Donc tout ça, c'est en fonction aussi des lieux. Hein. C'est-à-dire que l'hébergement à Paris, on tournait autour des hôtels à 200 €. 200, ce qui était assez raisonnable. Los Angeles, on sera pas de 400, donc 400 €. Donc on essaye de... On a un regard de service public et c'est de l'argent public, donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et Los Angeles, vous l'appréhendez pas un peu, vu le contexte, sans faire de la politique, mais le contexte actuel, c'est transparent pour vous ? Alors, oui et non. Oui et non, parce que les Jeux Olympiques ont cette faculté assez extraordinaire de faire en sorte que ça marche. Parce que c'est une vitrine du monde. Et quand on avait les Jeux à Pékin en 2008 ou à Pyeongchang, tout de suite le regard sur le pays a changé complètement. Le pays s'est transformé un petit peu. Non, il s'adapte à des Jeux parce que on veut montrer le meilleur de soi-même, et les États-Unis, ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Il n'y aura pas de... je pense qu'aujourd'hui, l'image qu'on en a, elle sera complètement gommée pendant quelques semaines, le temps des Jeux, et puis après, ça retombera dans sa réalité propre. Mais je pense que cette force de l'olympisme crée des valeurs incroyables où le temps s'arrête, on va dire. On ne se rend pas compte de l'énormité du dispositif, entre la simultanéité des épreuves, le temps réel, la pression du direct. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche, l'envers du décor ? Comment on arrive à restituer tout ça à l'écran ? Petit aparté, on a eu un petit souci de connexion, alors je vais en profiter pour vous expliquer quelques notions. Frédéric va parler de l'IBC, l'International Broadcast Center, en français Centre de diffusion international. C'est l'endroit qui accueille les diffuseurs du monde entier. C'est le lieu où ils reçoivent et rediffusent dans le monde entier les signaux des milliers d'heures des JO. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour Paris, ça représentait 11 000 heures. C'est comme si vous passiez 1 an et 3 mois à regarder un écran. Les chaînes du monde entier récupèrent à l'IBC les images du diffuseur exclusif des JO, OBS, Olympic Broadcast Service, la filiale du comité olympique chargée de la captation des images et des sons depuis 2010. Pour revenir à l'IBC, il faut que vous l'imaginiez un peu comme un village. Chaque chaîne du monde entier a son emplacement. Et puis à l'extérieur, il y a une poste, un coiffeur, des restaurants, des boutiques de souvenirs, car certaines équipes ne verront rien d'autre que l'IBC. Et ces services permettent aux équipes de travailler sans grosses interruptions. On retourne à l'interview. Frédéric Gaillard m'explique comment il travaille en coulisses pour assurer les directs. France Télévisions reçoit environ 40 sources d'images différentes. Ça équivaut à une 20aine de sports de Coupe du Monde en simultané. Ce que l'on appelle regarder les Jeux repose sur une chaîne très organisée. Les images sont produites, centralisées et redistribuées. Et chaque diffuseur construit ensuite son propre récit. Quel sport montrer, quels athlètes suivre et quel moment privilégier. Et donc avec ça, on est dans ce qu'on appelle un IBC qui centralise toutes les images. De ça, on en fait une sélection principalement des Français, on est cocorico en général, ou des événements les plus marquants. On va avoir un match de hockey assez important, Canada, États-Unis, qui sont toujours un peu le choc, et des choses comme ça. Et sur les Jeux d'hiver, on est à peu près, plus nos caméras, on est aux alentours de 40-50 images différentes, programmes différents. Et ça, on les renvoie dans un filtre qui est fait à Milan dans un IBC, une sorte de nodal, un point central qui sélectionne en fonction de ce qu'on veut diffuser, soit sur France 2, soit sur France 3, soit sur le numérique, avec des programmes différents. On centralise et on amène ça vers une régie qui elle-même sélectionne les bons moments, les meilleurs événements au meilleur moment, quoi. Et donc on a un fil conducteur tous les jours préparé depuis 6 mois
mois de l'édition. On sait exactement sur quel sport on va. On sait où est-ce qu'on va mettre nos équipes techniques, à savoir nos commentateurs qui commentent les différentes sessions, que ce soit de patinage, que ce soit de short track ou de descente. C'est très bien, ça Péréduit, c'est bon ça. Et donc du coup, on les positionne dans chaque site. Ils sont dédiés avec un consultant bien particulier, un journaliste bien particulier, qui est pertinent. Après, derrière, on a ce qu'on appelle les zones mixtes. Je fais quelques erreurs, je suis un peu dans le paquet. Et ça a été long de voir les autres prendre le départ. Je commençais à... J'étais régulier toute la saison, je suis monté sur le podium tous les week-ends. C'est-à-dire les interviews d'athlètes quand on a les Français. Donc là, on déploie 5 ou 6 équipes en direct qui peuvent se déployer sur chaque site pratiquement en une demi-heure. Donc c'est très, très, très léger. C'est de la view, c'est de la 5G, parfois de l'Internet. Donc c'est très mobile et très rapide à déplacer. C'est des petites équipes. Et après, on a les studios qui sont là basés à Milan pour cette fois-ci. Et on a une petite innovation sur la téléportation où on amène sur notre plateau physiquement, mais virtuellement, des personnes qui sont à des centaines de kilomètres. La problématique est vraiment sur l'éloignement des sites. Et ils sont tels qu'il nous faut 4 heures de route pour rejoindre les sites, que ce soit Milan, Cortina, Livigno, Bormio. C'est très très compliqué de rapatrier tel ou tel intervenant ou tel athlète. C'est en fait de travailler avec un plateau principal et 4 sites distants principaux qu'on a équipés de studios fond vert avec une particularité, et c'est quelque chose de nouveau. C'est un bras Arcam 10, c'est un robot qui est asservi au robot du plateau de Milan, qui vont donner une réalité supplémentaire et nous aider à téléporter cet athlète qui est sur cette banquette, d'être téléporté et qui vient s'ajouter à l'image. La chance qu'on a à France Télévisions, c'est que quand on fait des événements comme cela, on se donne les moyens de les faire. On n'est pas sur du cheap, on est sur du technologique éprouvé. Donc on est à la fois sur de l'innovation, mais en fait c'est souvent sur quelque chose qui est travaillé depuis maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette téléportation. La façon de le faire, la façon de le réaliser, la façon de le mettre en image, parce que si vous voyez les images aujourd'hui, c'est-à-dire que le plateau principal, il se tourne vers la personne qui est téléportée. On a vraiment l'impression qu'elle est sur place, parce qu'en fait, à la place de la personne qui est téléportée, on met un écran et on le voit physiquement de l'autre côté. Donc on s'adresse à quelqu'un physiquement qui est dans un poste. C'est un peu comme s'adresser à un duplex, une caméra ou un retour. Et donc du coup, on a cette sensation, même si à droite des gens téléportés, on a une sensation de proximité, d'échange. En plus, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire que on est souvent en fibrage, ce qui permet d'avoir 0 délai. On a l'impression que ça se passe très très vite. Et en fait, ils sont très loin, mais avec la vitesse de la lumière, on en amène des images sans pratiquement. On travaille en centaines de millisecondes de décalage, quoi. Contrairement à des fois quand on fait des duplex sur les journaux où on a quelqu'un qui est à l'extérieur, on a à peu près 2 secondes de décalage parce que ça passe par un satellite. C'est le temps physique de monter, de redescendre pour une image, quoi. Donc là, on est sur quelque chose d'assez instantané et ça crée l'illusion. Ça crée l'illusion et c'est payant. Ça marche très très bien. Même nous, on est bluffés. Tout le monde est bluffé, même nous. Ce genre de solution, c'est maintenant assez facile à mettre en œuvre? Non, c'est pas facile, ça nécessite beaucoup de travail, mais la technologie évoluant, les mœurs évoluant, on va dire qu'on est dans un modèle qui est de ce type-là aujourd'hui. Avant, on aurait été plus sur du gros matériel très puissant, très gourmand en électricité et en capacité de serveur. Aujourd'hui, on est sur des choses assez légères. Et la veille technologique nous permet à chaque fois de trouver des artifices. On a remplacé maintenant ce qu'on appelle les cable cam, qui descendaient, les descentes en alpin, qui étaient, on mettait un câble carrément d'en haut jusqu'en bas. Il y a à peu près, il y avait 800 mètres de câble. Aujourd'hui, un drone fait très bien l'affaire. Bon, on l'entend beaucoup. C'est encore une des problématiques qu'il faudra gommer. Il faudra trouver un peu comme les Vuvuzela en 2010. On va trouver la fréquence qui permettra d'annuler le bruit. Mais on est sur des images spectaculaires et à la fois hyper proches et à la fois aussi belles, quoi. Justement, comme on parle de réalisation et de technologie, qu'est-ce qui a le plus changé dans la manière de filmer le sport là, ces dernières années ? La miniaturisation, et du coup, on a réduit l'impact avant. Il fallait
une caméra câblée et donc du coup on était obligé d'être loin de l'événement, de la performance, tout ça. Et du coup, ça nous éloignait un petit peu. Donc, on avait des loops, des longues focales qui nous permettaient de nous rapprocher de l'événement. Aujourd'hui, l'équivalent d'un téléphone portable peut être très proche d'un athlète. Et du coup, on a une proximité encore plus flagrante, beaucoup plus pertinente. Et on est dans quelque chose de beaucoup plus serré, on va dire, plus proche de l'événement, de ce qui se passe, quoi. Donc, ce qui a changé, c'est on a miniaturisé à un tel point qu'aujourd'hui, même sur les planches à voile, on met une caméra en plein océan et ça marche. Et ça marche et c'est bluffant quand même, c'est bluffant. Toutes ces innovations, elles facilitent votre travail ou ça transforme votre façon de travailler? En fait, on est en perpétuelle évolution, tant technologique que de réflexion. Parce que la façon de filmer d'avant, c'est plus la façon de filmer maintenant. Vu qu'on peut s'approcher de plus en plus des athlètes, on voit bien les expériences où on découpe un saut au patinage en multiples successions de photos, on va dire. C'est physiquement des vrais appareils photo. Et on a la simultanéité de pouvoir disséquer toutes les séquences. En fait, notre écriture, elle se modifie avec le temps en fonction des technologies qu'on a, parce qu'on se dit tiens, on peut faire ça plus proche, la caméra, la RevCam, qui te permet d'avoir une caméra très proche avec l'arbitre d'un joueur ou d'un basketteur. Les paniers, on a ça depuis longtemps, mais quelque part, on peut les différencier, on peut disséquer un saut en effet Matrix. Ça change l'écriture d'un sport. Ça change la perception d'un sport, ça évolue, mais même les sportifs eux-mêmes, ils sont dans le spectaculaire parce qu'ils savent après qu'on va disséquer leur séquence. Il y a du show, aussi derrière. Donc ça transforme notre façon d'écrire notre réalisation, notre production, mais ça aussi, ça change la manière dont les sportifs eux-mêmes apprennent ça. Ils sont dans la performance, mais en même temps, on voit bien qu'il y a une envie de jouer avec le public, jouer avec les captations, parce qu'ils savent que de toute façon, ils seront hyper disséqués et vraiment très, très focus, quoi. Le showtime. Showtime, yes. Ces innovations, tu parlais d'écriture, du coup ça joue sur l'émotion ressentie par le spectateur. Bien sûr. Avant on avait des ralentis simples ou alors de ce qu'on appelle le high motion, c'est du super slow motion là, où on va voir la déformation d'un patin sur la glace, où on va voir des choses comme ça. Donc ça c'était la génération d'avant. Aujourd'hui on est plus dans le décryptage de comment il a fait, comment il a réussi à faire son quadruple axel, des choses comme ça. Donc on est vraiment dans quelque chose de plus en plus pointu et en même temps de plus en plus il y a de plus en plus d'émotions derrière. Il y a vraiment des réalisateurs qui travaillent toute l'année sur leur sport eux-mêmes, qui font évoluer chacun dans leur domaine le sport. Et oui, ça change la perception. Ouais, ça change la perception. L'émotion, le patinage hier soir, c'était juste extraordinaire. Moi qui n'ai jamais vraiment porter attention au patinage plus que ça, si ce n'est dans mon métier, je trouvais que les captations, elles sont incroyables. On a l'impression d'être avec eux sur la glace, c'est hyper fort. Mais je pensais à une chose aussi, il y a énormément de réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Alors oui et non. Parce qu'en fait, oui, parce que on a une chaîne numérique et du coup, on crée un contenu qui est un peu décalé de ce qu'on produit en linéaire. C'est-à-dire qu'en linéaire, on est plus sur de l'émotion, de la belle image, de l'information, un peu ce qu'on fait depuis tout le temps, depuis toujours. Et après, on est sur un modèle plus numérique. Et là, on s'adresse plus aux jeunes, plus sur le chat, plus sur l'échange, plus du contenu, des réactions d'athlètes. Oui, on travaille beaucoup là-dessus, mais à deux niveaux. C'est-à-dire que l'un est complémentaire de l'autre et on ne propose pas les mêmes choses sur les deux chaînes. C'est deux chaînes qui sont complémentaires.
Ouais, on peut appeler ça comme ça. Et ça nous permet aussi d'attirer d'autres publics parce que France Télévisions, c'est connu, hein, c'est un public un peu vieillissant, mais par contre qui aime le direct, qui aime la spontanéité et l'information. Donc on a besoin d'être hyper carré et très très factuel dans ce qu'on fait. Et alors que sur le numérique, on est plus léger, on est plus dans trouver des moments clés, des moments qui peuvent permettre d'être retravaillés plus tard sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est plus, on va dire, dans l'échange. Là aujourd'hui, on est plus dans l'échange. D'ailleurs, on a créé une chaîne numérique dans ce cadre-là. Je pense qu'à terme, on va rentrer dans ce monde-là petit à petit parce que c'est quelque chose la consommation du numérique, à savoir les réseaux sociaux et tout ça, elle est hyper forte. Donc, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Cette bascule se voit déjà dans les chiffres. Sur France TV, les Jeux d'hiver de Milan-Cortina ont généré 57 millions de vidéos vues. C'est 3 fois plus qu'à Pékin en 2022. Les Jeux restent donc un grand rendez-vous de télévision, mais ils deviennent aussi un objet de circulation numérique. France Télé, pour moi, c'est ce qui permet un rayonnement des sports d'hiver, mais aussi de donner envie aux enfants, aux petites filles, de se lancer dans le sport de haut niveau. Et le souvenir que j'en ai quand j'étais toute petite, c'était... On parle du regard porté sur les athlètes. Est-ce qu'il y a une réflexion sur la façon de filmer les femmes dans le sport? Est-ce que tu observes une évolution entre hier et aujourd'hui, par exemple dans des disciplines, je sais pas, comme le beach volley ou le patinage artistique Non, je pense que c'est un peu global. Je pense que une couverture équivalente. Je vois pas trop de différence, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Au contraire, je pense qu'on a une certaine équité. Enfin, on essaye toujours. Je pense qu'il y a vraiment de l'équité de plus en plus. Oui, on voit bien d'ailleurs que le sport féminin commence à s'équilibrer, c'est-à-dire qu'il y a autant de disciplines masculines que de disciplines féminines. On va dire jusqu'à il y a même pas 5-6 ans, c'était pas le cas. On avait encore une disparité entre les disciplines masculines et féminines. Aujourd'hui, c'est un équilibre à 50-50. Il y a autant d'athlètes hommes que d'athlètes femmes. Il y a autant de disciplines hommes que de disciplines femmes. Non, je pense que plutôt ça s'est plutôt équilibré. Il y a plus de couverture, plus de mise en lumière. Avant, on avait beaucoup de starisation d'athlètes hommes. Aujourd'hui, on a autant chez les hommes que chez les femmes. C'est assez pragmatique. D'ailleurs, on voit bien sur nos plateaux que la parité, elle est là-dedans. Et nous aussi, on est là-dedans aussi. Donc, c'est bien. Il y a deux regards différents. C'est intéressant. Mais non, ça a beaucoup évolué dans ce sens-là. Oui, c'est-à-dire qu'on est passé d'un monde très masculin à un monde très égalitaire, on va dire. Alors après, c'est que le début, hein. Il y a pas l'égalité parfaite dans la couverture, mais on a tendance chez nous, à essayer de clarifier ça. Alors dans le métier technique, c'est compliqué. Le métier à l'antenne, ça marche bien. On arrive à avoir des deux côtés. Ce décalage dépasse le seul sport. À France Télévisions, les chiffres montrent que les choses ont bougé. Le groupe revendique 47% de femmes dans l'entreprise, 50,3% de femmes expertes sur ses antennes et 43,7% de femmes au comité de direction. Mais derrière ces estimations plus globales, Frédéric Gaillard le rappelle, tous les métiers n'avancent pas au même rythme. À l'antenne, la parité se voit davantage, mais dans les métiers techniques, le mouvement reste plus lent. Ce décalage ne concerne pas seulement France Télévisions. Les chiffres du CNC racontent la même chose dans l'audiovisuel. Les femmes sont présentes dans la production, mais encore minoritaires dans l'image, le son, les plateaux et les tournages. On a souvent été critiqués pour notre côté très masculinisé le sport en général. Il y a eu un gros travail là-dessus pour essayer d'uniformiser un peu les choses, et c'est pas exceptionnel, c'est juste normal, quoi. On se rend bien compte qu'avant, même que ce soit en commentaire, que ce soit en présentation, que ce soit en technique, la technique évolue plus lentement, mais le fait de passer sur des éléments plus légers, plus technologiques, il y a plus de limites, quoi. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ont le même cursus, on va dire, et c'est encore un peu plus difficile en technique. On est de plus en plus attentif à ça. En tout cas, là aujourd'hui, on va dire en commentatrice, on est dans la parité. Dans des sports différents, bien évidemment. Le hockey, c'est plus masculin que le patinage artistique.
Bon, ça c'est un fait, mais dans les faits, il y a pas de règle en fait. On prend les athlètes qui sont les meilleurs du moment et on se pose pas de questions de savoir quel sexe ils ont. Et puis du coup, je pense que la partie technique, ça évolue. Ça vient de plus en plus. Côté prod, on est déjà à l'équilibre. Depuis très longtemps. Je pense qu'il n'y a pas de règle de ce côté-là. Côté logistique, pareil. Côté technique, c'est encore un peu, ça vient, mais ça vient. C'est pas encore fait. Mais ça vient. On est aujourd'hui à 70-30, 70% d'hommes, 30% de femmes. Dans la technique, mais c'est pas un choix, hein. C'est comme ça. C'est comme ça pour l'instant. Mais ça évolue au fur et à mesure. Oui, ça va dans le bon sens. Oui, ça va dans le bon sens, je pense, oui. Sur le futur, justement, sur le futur des directs olympiques, alors on a, il me semble, de l'IA, d'automatisation, la data, les formats courts. Vous savez déjà prévoir tout ça ? Alors non, parce qu'en fait, on voit que l'IA est en train de bouleverser tout, réellement tout. Tous les codes, tout ce qu'on pouvait penser, c'est assez hallucinant, ça va à une vitesse incroyable. Ça s'est imposé comme quelque chose dans tous les secteurs, hein. Que ça soit en réalisation, en technique, en narratif, même en trucage. C'est quand même hallucinant. En 10 secondes, on peut faire dire quelque chose à n'importe qui. Donc c'est aussi un peu le piège, c'est-à-dire que on est très attentif au fait que on a besoin d'être droit. C'est-à-dire que on peut aller loin dans la déformation, dans le traitement et des choses comme ça, mais il faut rester quand même cohérent et droit dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Parce qu'à un moment donné, si on se perd dans les artifices, on va finir par perdre notre âme. C'est-à-dire que les gens ne croiront plus qu'un triple axel soit possible. On va dire, bah non, il a fait un quintuple axel et c'est pas vrai. On peut se trouver dans des choses comme ça. Donc, on est très attentif à la technologie, à ce que va apporter l'IA, en l'occurrence. C'est la révolution de demain et je pense qu'elle va arriver très, très vite. Mais en même temps, on est très vigilant au code que ça oblige au niveau éthique à avoir. Et politique, et même... oui, dans la réalité des choses. Il faut pas que ça détourne notre téléspectateur de ce qui est la réalité de ce qui se passe, quoi. Sinon, après, on va dire, bah non, tout ce que font les athlètes, c'est pas vrai. Et c'est des faux records, des fausses images. Donc, on veut surtout pas rentrer là-dedans. Déjà, la téléportation, là, en ce moment, on le met comme quelque chose de très... on l'explique. On dit, bah, tiens, vous êtes à Interselva, vous êtes aujourd'hui sur le plateau parce qu'on vous a téléporté, on cache rien, on est vrai. Parce que si on fait croire aux gens que finalement ils sont là et que bah, du coup on croit plus du tout ce qui se passe, quoi. Donc il faut qu'on garde un œil là-dessus. On garde un œil on essaie d'avoir l'éthique. L'IA peut avoir un rôle de facilitateur aussi, Oui, maîtriser, c'est un facilitateur, mais il faut qu'on le maîtrise. Parce que si on ne le maîtrise pas, ça peut partir dans tous les sens. On voit bien sur les réseaux sociaux le nombre de choses qui sortent sur des fakes, sur des... Non, il faut qu'on soit très vigilant à ça. Ouais, on a quand même toujours gardé ce côté éthique. En termes de technique, ça peut vous faciliter, je sais pas moi, sur le traitement du son, comme tu disais tout à l'heure, ou sur d'autres aspects Oui, je pense que ça va apporter du plus. Ouais. Je pense que ça va apporter du plus, ouais, bien sûr. Mais une fois de plus, la technologie, il faut qu'elle soit éprouvée. C'est-à-dire que, quelle que soit l'évolution qu'on nous propose, nous, on ne lancera jamais un produit qui ne sera pas clairement identifié et qui marche clairement, quoi. C'est-à-dire que là, la téléportation, on l'a éprouvé sur plusieurs événements, des répétitions, dans des moments où on a testé ça en réel, pour les limites, les contraintes aussi du dispositif. Et donc du coup, on a fait une vraie expertise qui fait que quand on arrive sur un événement comme celui-là, ben, ça marche, quoi. On se pose pas de questions, ça marche. Mais est-ce qu'on est à
un tournant de la production sportive ou on a déjà passé ce cap en fait? On a déjà passé ce cap-là. Aujourd'hui, on est en ce qu'on appelle la remote production, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'épreuve se passe, on va dire, à Bormio. Avec les fibres, on les récupère à Milan. Le plateau est à Milan et on va téléporter quelqu'un qui est à Anterselva. Et le tout est réalisé depuis Paris, parce que du coup, toutes les images sont réalisées à Paris. Donc en fait, on voit bien que on n'a plus de limite dans l'espace, dans le temps, dans rien. En fait, on est déjà à l'étape d'après. Hein. On était déjà à l'étape d'après. Maintenant, ce qui va changer, c'est est-ce qu'il est toujours pertinent d'être sur place? Est-ce que le fait de pouvoir téléporter des athlètes, des présentateurs, est-ce qu'il est pertinent d'être aussi nombreux sur place ou pas? On se pose des questions comme ça, parce que c'est un budget, c'est un impact RSE, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Et nous, on fait de la remote depuis 2008. Et en fait, quand on l'a fait au début, les gens nous disaient, mais les autres télés nous disaient, mais comment vous faites ça? C'est pas possible. Vous n'êtes pas sur place. On peut pas faire ça. Et aujourd'hui, tout le monde en vient et tout le monde y vient et trouve ça plutôt chouette. Mais nous, on fait ça déjà depuis un paquet d'années, quoi. Ça fait presque 20 ans qu'on fait ça. Tu parlais de l'impact RSE. Je me questionnais sur comment on fait pour contrôler ça dans un événement aussi immense, en fait. C'est compliqué. C'est compliqué parce que on pourra jamais s'affranchir d'un vol qui vient à Milan, sauf venir en train. On le fait. On le fait beaucoup dans des limites de pertinence. C'est-à-dire que quand une équipe qui va venir à l'installation, on va dire 15 jours avant, on déplace tout le monde en train. Quelqu'un qui va venir la veille de la cérémonie, on va le transporter en avion parce que c'est le plus rapide et on est sûr de l'avoir sur place. Donc oui, on travaille beaucoup là-dessus. C'est pas toujours financièrement, comment dire, assez impactant financièrement parfois, le RSE, parce que du coup, on bascule sur les technologies, sur l'énergie, on est tout en électrique, donc ça nécessite des batteries, des protections de batteries, de ce qu'on appelle des UPS qui permettent de maintenir l'énergie. Donc on n'est plus sur groupe électrogène. Donc au fur et à mesure, on évolue là-dedans. Mais les événements, les éléments technologiques aussi sont très gourmands en électricité, malgré tout. Bien que les LED a réduit pratiquement 200% la consommation d'énergie sur un événement, ça reste quand même impactant quand même. Tu en es déjà là à ta 14e édition, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que les JO, ça reste un moment fascinant pour toi? Et est-ce qu'il y a une édition qui t'a plus marqué peut-être? C'est toujours... c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant. C'est la mobilisation de tous ces médias dans un même lieu, dans un même moment, dans une même temporalité, où on se regroupe tous pour des réunions mondiales. C'est des échanges hyper enrichissants et hyper forts parce que du coup on se connaît depuis des années, hein, tous. Il y en a certains qui partent, certains qui arrivent, mais il y a toujours un socle de gens. Et oui, moi ce qui m'a impacté le plus, c'est Paris. Hein, faut être clair. Hein. Vivre des Jeux Olympiques dans son propre pays, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'unique parce que c'est quelque chose qui se passe pas tout le temps. Bon là ça va être 2 fois parce qu'on va avoir les Alpes en 2030, mais sinon oui les Jeux Olympiques c'est quelque chose de hyper impactant et hyper jouissif entre guillemets. C'est quelque chose de très c'est exaltant, on a l'impression de faire partie de quelque chose d'exceptionnel, c'est clair. Je te la cérémonie d'ouverture de Milan là, c'est hallucinant quand même. On est dans il y a l'émerveillement permanent. On s'en lasse pas, quoi. On s'en lasse pas. C'est un peu comme une Marseillaise de l'équipe de France de rugby. C'est pareil, je m'en lasse pas. Est-ce que tu aurais un souvenir insolite ou un souvenir un peu particulier sur les Jeux à nous partager? Ah oui, ça a été le plateau du Trocadéro. Le plateau du Trocadéro, j'ai eu 2 événements. Ça a été en 2012 où on a voulu absolument faire rouler un bus dans Londres en direct, ce qui s'était jamais fait.
Et on s'y est mis vraiment 4 ans avant et personne n'avait jamais fait ça et le résultat c'était un truc de dingue. Tout le monde nous a copié par la suite. Bon, avec maintenant l'évolution, c'est de la technologie, on peut faire des directs en 5G partout, n'importe où. Mais à l'époque, en 2012, il fallait des relais hertziens, il fallait des routes bien particulières, des autorisations, donc c'est très compliqué. Et donc, je pense que ce qui m'a impacté le plus, ça a été Paris, le plateau du Trocadéro, où en fait, on arrive sur le musée de l'Homme et où on est arrivé sur un bâtiment emblématique. Il y avait une fosse qui permettait pas de travailler un plateau à cet endroit-là, une toute petite terrasse. Et en fait, j'ai eu l'idée de remplir entièrement la fosse d'échafaudage, de créer un studio juste en face de la Tour Eiffel et à quelques pas de la cérémonie d'ouverture. Donc là pour le coup, c'était quelque chose de marquant parce que j'ai eu des retours de dingue de mes collègues, de ma profession, des étrangers. On a eu un prix pour ça d'ailleurs. Hein. On a eu un prix mondial pour ça. Et j'avoue que oui, c'était quelque chose de très particulier et qui m'a marqué, qui m'a beaucoup marqué. C'est fait partie de ces moments de un peu de où on se dit on est dans un événement exceptionnel et on arrive encore à faire des choses exceptionnelles avec des équipes qui ont suivi quoi. Parce que bon, il fallait créer carrément un studio avec rien. Et donc ça c'était incroyable. Encore un grand merci à Frédéric Gaillard. C'était dans ton écran. On se retrouve très vite. Et d'ici là, n'oubliez pas de questionner ce que montrent vos écrans.